C'est parti pour 72 heures de grève des élèves du Burkina pour protester contre les nouvelles réformes dans le domaine de l'éducation. Au premier jour de manifestation, ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène à Ouagadougou. Une ambulance transportant un malade a été prise à partie par les manifestants. À Kongoussi, c'est une élève qui a perdu la vie. Tous les détails à suivre dans ce journal. De son côté, la CADDL, elle s'insurge contre l'initiative gouvernementale de restructuration des zones à habitat spontané. La coalition des associations pour la défense du droit au logement soupçonne l'exécutif et son partenaire ONU Habitat de vouloir créer des bidonvilles. Et puis, ces exploits du Burkina Faso en matière de vaccination. En 40 ans de mise en œuvre du programme élargi de vaccination, ce sont plusieurs millions d'enfants vaccinés des maladies éradiquées dans le pays. Le chef de l'État félicite les acteurs et les appelle à doubler d'ardeur pour la prochaine décennie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Cette question pour commencer, jusqu'où iront les élèves pour exiger l'annulation pure et simple des nouvelles réformes en cours dans le secteur de l'éducation? Bien malin qui pourrait le dire, ce qui est sûr, les manifestations se poursuivent. Après un petit break dû au congé, une vingtaine d'organisations scolaires ont appelé l'ensemble des élèves du territoire national à une grève de 72 heures. À Ouagadougou, c'est l'AESO qui mène le branle, un mouvement dispersé ce matin à coups de gaz lacrymogène. Le film des événements avec Archimède Boy. La manifestation des élèves conduite par l'AESO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, est dispersée ce mardi matin par les forces de l'ordre. Un peu plus tôt, les manifestants ont arpenté les rues de la capitale, scandant « Ouaro dégage » ou encore « non aux réformes », faisant allusion aux récentes réformes du gouvernement concernant l'organisation des examens du baccalauréat et du BEPC. Dans leur détermination à aller exprimer leur mécontentement devant le ministère en charge de l'Éducation nationale, ils sont stoppés par les forces de l'ordre déployées au rond-point des Nations Unies. S'engagent ensuite des pourparlers à n'en point finir. Les esprits s'échauffent et finalement, tout dégénère. Les responsables de l'AESO ne pourront donc pas remettre main à main leur plateforme revendicative au ministre Stanislas Ouaro. Dans ce document, ces élèves disent non aux réformes du gouvernement, confiant désormais l'organisation du baccalauréat au ministère en charge de l'Éducation nationale, une organisation initialement assurée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Selon l'association des élèves du secondaire, cette mesure dévalorise le bac, premier diplôme universitaire, qui devient ainsi un diplôme terminal du secondaire. L'AESO dénonce également l'organisation du BEPC, confiée selon cette réforme aux directions provinciales en remplacement des directions régionales, l'institution d'une commission pour les épreuves physiques et sportives en lieu et place des jurys. Enfin, la suppression des 2 sujets au choix pour les épreuves de sciences de la vie et de la terre et en histoire-géographie. Et pour être complet sur cette manifestation des élèves à Ouagadougou, sachez que des actes d'incivisme notoires ont été enregistrés. Une ambulance transportant un patient atteint d'AVC en provenance du CHR de Koudougou a été prise à partie par les manifestants au niveau du rond-point des Nations Unies. Hervé Dapa. Effet collatéral ou acte délibéré? Cette ambulance a été touchée par des projectiles au cours de la manifestation des élèves de ce jeudi. Le véhicule médicalisé a eu une vitre brisée. L'ambulancier raconte les films de cette matinée. Il venait du CHR de Koudougou. Alors, on venait pour une évacuation à l'hôpital Yalgado avec un patient qui a eu un AVC. Et c'est là, au niveau du rond-point des Nations Unies, on a été agressé par des élèves. Je ne sais pas quelle manifestation ils faisaient. Ils sont tombés sur nous. On a commencé à recevoir des cailloux sur l'ambulance. Il y en a qui criaient « ambulance, ambulance ». Il y en a qui jetaient les cailloux. Alors, je me pose la question, pourquoi ils ont fait cela? Surtout que c'est des élèves. Daniel Nebié va lui-même donner des réponses à sa question avec une forme de dépit dans les propos. C'est le manque d'éducation.
C'est ça qui peut expliquer ça. C'est le manque d'éducation. Sinon, comment une ambulance qui a les feux de détresse allumés, gyrophare allumé, les gens s'arrêtent. C'est bien écrit ambulance, vous savez lire. Et malgré ça, vous jetez des pierres sur l'ambulance. Vous voyez, s'il n'y avait pas, il y a un métal entre la vitre et le malade. S'il n'y avait pas ce métal-là, les cailloux allaient tomber sur le malade. Quelqu'un qui se cherche, vous lui cherchez d'autres problèmes. C'est désolant, hein? Franchement. L'infirmier accompagnant lui reste sous le choc. Je suis étonné, je suis choqué, je suis dépassé. Puisque si nous savions qu'ils allaient nous attaquer, nous n'allions pas forcer. Voilà. Pour nous, on avait la latitude de passer. C'est pourquoi j'ai dit aux sauveurs de contourner vers le côté gauche pour qu'on puisse continuer. Vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ces élèves-là, en tout cas, essaient de nous attaquer. Et l'ambulancier de conclure. C'est là où on sera tous d'accord que l'instruction est différente de l'éducation. Éduquez bien vos enfants. C'est pour le bien de tous. Ce 29 avril, l'AESO appelait plusieurs élèves dans les rues à manifester contre les réformes au niveau des examens scolaires. Toujours dans le cadre de cette manifestation des scolaires, Ouagadougou est en mouvement, mais aussi plusieurs localités du Burkina Faso, dont Kongoussi dans le BAM. Kongoussi où la grève a occasionné un autre incident, mais cette fois-ci mortel. Selon nos confrères de l'AIB, il s'agit d'une élève en classe de 3e qui était au terrain de sport pour un cours et brusquement, les manifestants sont arrivés pris par une panique. Cécile Kinda du lycée du collège Sainte-Bernadette de Kongoussi a perdu connaissance. Transportée à l'hôpital, toutes les tentatives de réanimation ont été vaines. Maintenant, voyons la réaction du ministre de l'Éducation à ces manifestations. Le professeur Stanislas Ouaro se veut clair, aucun désordre ne passera et mieux, les réformes vont bel et bien se poursuivre. Le patron de l'Éducation nationale qui s'exprimait ainsi en marge d'une rencontre avec les organisations syndicales. Elles sont plutôt en tout 28 dans ce département qui compte le plus gros effectif des travailleurs de la fonction publique, de quoi rendre incontournables ces acteurs aux prochaines assises nationales de l'éducation. Luc Kopak-Belgem. Les assises nationales sur l'éducation nationale ne se tiendront qu'avec la participation des partenaires sociaux, ici représentés par les responsables des structures syndicales du MENA-PLN, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le ministère en compte 28 au total et leur accompagnement est plus que attendu pour la réussite de ces assises. Il y a deux points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est la question du renforcement des capacités des personnels de l'éducation. Ça, c'est une difficulté majeure. Les partenaires sociaux disent n'avoir pas bien perçu cela dans les commissions qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a noté. Nous pensons que ça se trouve dans des... Parce que là, c'est des grandes thématiques, mais c'est des questions qui vont être véritablement abordées. Parce que vous ne pouvez pas faire de la qualité dans l'éducation sans un renforcement permanent des capacités des enseignants. Donc, de mon point de vue, des encadreurs pédagogiques, c'est important. Et la deuxième suggestion forte, c'est l'implication significative des partenaires sociaux dans l'organisation de ces assises. Et ça, on les a rassurés de la prise en compte et ça sera fait parce que, de toutes les façons, après ces assises, on va travailler à mettre en œuvre des recommandations. Mais quels sont ceux qui mettent en œuvre? C'est nous, acteurs de l'éducation. Ils sont acteurs de l'éducation, donc ils ne peuvent pas ne pas être impliqués à tous les niveaux dans l'organisation et la tenue de ces assises. À entendre les responsables syndicaux, la rencontre était attendue, cela pour diverses raisons. Nous pensons que c'est une démarche participative qui va permettre à l'ensemble de la communauté éducative de réfléchir sur les problèmes qui minent notre système éducatif. Vous savez que notre système éducatif souffre d'abord, on va dire qu'il est désuet parce que nous traînons un programme d'enseignement de près de 30 ans, donc c'est largement dépassé. Il y a que les travailleurs de l'éducation ont de sérieux problèmes d'avancement, de reclassement, donc de carrière. Il y a que
Et le système a des difficultés de financement et nous pensons que ces assises devraient pouvoir permettre de dégager des pistes de solutions sur l'ensemble de ces problèmes. C'est une rencontre qui s'est tenue pendant qu'à l'extérieur, la police nationale avait maille à partir avec quelques élèves qui étaient en mouvement d'humeur. Si le ministre leur reconnaît le droit de manifester, il tient à clarifier également certains aspects. Il y a des endroits où les cours se passent normalement, il y a des endroits où on oblige des élèves à sortir, il y a des endroits où nous-mêmes avons libéré les élèves par souci de sécurité. Et puis, il y a des endroits où les élèves ont eux-mêmes délibérément décidé de sortir. Et il se trouve qu'il y a certains qui décident donc de venir certainement au ministère. Mais c'est organisé. Nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas dans le désordre. Et donc, partout où la fermeté doit se faire, elle se fera. Maintenant, les forces de défense et de sécurité sont des professionnels. Et donc, ils travaillent à ce que tout se passe dans l'ordre. Chacun est libre de manifester et de s'exprimer. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, les réformes vont se poursuivre. Le ministre en charge de l'Éducation nationale prévoit rencontrer le maximum d'acteurs pour que ces assises nationales sur l'éducation soient inclusives. Des assises nationales, il en faut également dans le domaine du foncier au Burkina Faso. La crise foncière, véritable bombe à retardement pour certains. Il ne se passe pas un seul jour sans que des litiges n'opposent des citoyens. Et face à la situation, le gouvernement tente un projet de restructuration des zones non loties en vue d'offrir des logements au Burkinabé. Un projet gouvernemental soutenu par l'agence ONU Habitat qui ne bénéficie pas de l'assentiment de tous les acteurs. Le projet a été désavoué ce jeudi par la CADDL, la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Que reproche-t-elle exactement à l'initiative de l'exécutif? Élément de réponse avec Archimède Boy. La CADDL, coalition des associations pour la défense du droit au logement, dénonce le projet de restructuration des zones à habitat spontané, communément appelées non loties. Elle y voit le pillage du foncier par les élites politiques à travers les sociétés immobilières. Un projet financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA par l'agence ONU Habitat. Pour la coalition, cette initiative vise à créer des bidonvilles au lieu d'habitat décent pour les populations. Du point de vue de sa finalité, ce projet vise non pas à créer des quartiers de vie décentes, mais plutôt à créer des bidonvilles. En termes simples, il s'agira de tracer des voies et d'embellir certaines en les bitumant et en faisant ériger par des promoteurs immobiliers des immeubles R+3 aux abords que seuls quelques privilégiés pourront occuper en tant que locataires. À l'arrière de ces immeubles s'étaleront les logements de fortune. Selon la CADDL, les coûts proposés dans le cadre de ce projet aux habitants des zones non loties sont exorbitants. Ils vont de 747 000 francs CFA à 1 700 000 francs CFA que chaque ménage devra débourser pour espérer avoir un logement. Les coûts sont à revoir. Les coûts doivent tenir compte du niveau de vie des populations. Si vous ne connaissez pas les réalités, il fait de ne pas connaître la réalité des populations. C'est pourquoi même les gens vont en zone non lotie. C'est quoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à payer le loyer de façon régulière. On le met dehors. La CADDL dénonce également des velléités de musellement et des actes de répression de son mouvement revendicatif qui demande la justice dans la gestion du foncier et du logement. Le rêve de M. Sankara est manifestement de museler et d'embrigader les organisations authentiques de défense du droit au logement. C'est le cas dans la zone non lotie de Djikofé, dans la commune de Samba, où une milice armée est mise sur pied pour empêcher les populations de se réunir pour discuter de la restructuration que le gouvernement veut leur imposer. Par ailleurs, la CADDL révèle qu'elle a reçu une injonction des autorités en charge de l'habitat pour la mise en place d'une fertière des organisations en lutte pour le droit au logement, ce que la coalition dit ne pas comprendre. Enfin, elle exige la mise en œuvre des recommandations du rapport d'enquête parlementaire sur le foncier de 2016, notamment le retrait des parcelles illégalement acquises. Le
Burkina Faso marque une halte pour célébrer ses succès et évaluer les nouveaux défis dans le domaine de la vaccination. Depuis 1980, le programme élargi de vaccination est mis en œuvre au pays des hommes intègres. 40 ans d'une mise en œuvre réussie, plusieurs millions d'enfants vaccinés et des maladies éradiquées dans le pays. Ce 29 avril, c'est le chef de l'État lui-même qui salue les performances réalisées par les acteurs. Arsène Konditamdi. On estime que le Burkina Faso est passé d'1,2 million d'hospitalisations dues à la pneumonie en 2013 à environ 125 000 en 2020. De même, l'incidence de la rougeole a été réduite, passant de 50 000 cas par an à environ 2500 cas annuellement. Et la poliomyélite a pratiquement disparu du pays. Des succès qui sont à mettre au compte du programme élargi de vaccination dont les 40 années de mise en œuvre sont célébrées ici. Je dois rappeler que pour l'histoire de notre pays en 1984, nous avons eu ce qu'on appelait la vaccination commando, qui a été une grande œuvre nationale, qui a apporté une base solide pour la continuation du travail. C'est pour dire qu'en matière de vaccination, c'est un travail qui est collectif. C'est un travail de sensibilisation où tous les acteurs, tout le monde doit converger à inciter à ce que nos enfants soient vaccinés parce que c'est ça l'avenir de nos populations. En marge de cette célébration, un entrepôt est inauguré au profit du programme élargi de vaccination. Il va permettre de mieux conserver les vaccins avant qu'ils ne soient acheminés vers les centres de santé. La construction de cette infrastructure a été financée par Gavi, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation. Nous aurons des conservations qui vont se faire parce que nous aurons maintenant conteneurs frigorifiques qui vont nous permettre de conserver les vaccins. Et ça, c'est très important. Parce que si vous conservez les vaccins à 50 degrés, 40 degrés, il est évident que ça peut avoir des conséquences sur l'efficacité de ce vaccin-là. Et je voudrais saluer ce travail qui a commencé. Parce qu'il reste les équipements à mettre en œuvre. Cela va se faire progressivement. Il reste également le bâtiment qui doit monter. 13 personnalités, dont Mahamadou Bonkungu de la boucle du Mouhoun, Mamounata Velekda du centre-est et Alassane Sienou des Hauts-Bassins, ont été élevés au rang de champions régionaux de la vaccination. Ils ont été choisis pour leurs actions en faveur de la santé dans les régions. Je voudrais, pour ce qui me concerne, dire que c'est à l'honneur des conseillers régionaux de la région du Centre et de mes collaborateurs du conseil régional du Centre à qui je dédie cette reconnaissance. Cela parce que ça n'a pas été un tri au hasard. C'est au regard des activités qui ont été menées dans le cadre de la santé. Le président du Faso, champion mondial de la vaccination, invite tous les acteurs à maintenir les efforts pour qu'aucun enfant ne manque de vaccins sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État que nous retrouvons une fois de plus entouré de ses collaborateurs. Ils étaient en visioconférence ce jeudi, une rencontre en ligne de haut niveau sur l'alimentation et la nutrition en Afrique qui a réuni une vingtaine de chefs d'État, autant de ministres de l'Agriculture et plusieurs patrons d'institutions financières dans le monde. Plus de précisions avec le ministre burkinabé en charge de l'agriculture, Salifo Ouedraogo. Vous savez que l'Afrique est un continent qui fait face à l'insécurité alimentaire. Cependant, il y a quand même des innovations qui existent. Et la mise en œuvre de ces innovations peut permettre à l'Afrique de pouvoir inverser la tendance à l'insécurité alimentaire. Aussi, chaque chef d'État a pris la parole pour expliquer, donner des contenus par rapport à les interventions qu'ils sont en train de mettre dans leur pays, notamment l'utilisation de nouvelles technologies et les innovations majeures qu'ils ont afin de parvenir à la sécurité alimentaire au niveau du continent. Concernant le Burkina Faso, le chef de l'État a fait l'économie des actions majeures qui sont en train de se mettre dans notre pays. C'est pour dire que, particulièrement au niveau du Burkina Faso, il y a plus
de 70 milliards de francs CFA qui sont utilisés chaque année pour acheter, par exemple, le riz. C'est pourquoi, au niveau du pays, il y a 2 initiatives majeures qui sont en train de se mettre en place, notamment produire 1 million de tonnes de riz paddy par an, mais également comment faire en sorte que chaque enfant en âge d'aller à l'école puisse avoir au moins un repas équilibré par jour. Et l'ensemble de ces initiatives-là a besoin d'un financement de plus de 550 milliards de francs CFA. Donc, le chef de l'État a pris la parole pour voir dans quelle mesure les investisseurs privés et également l'État peut mobiliser nos différents partenaires financiers et techniques pour qu'ensemble, nous puissions arriver à inverser la tendance à l'insécurité alimentaire. Globalement, l'ensemble des chefs d'État se sont retrouvés sur cette plateforme pour voir comment l'Afrique peut, d'ici 2030, arriver à atteindre l'objectif fin zéro. Venons-en à cet autre point de l'actualité du jour. Hier, on vous l'annonçait, le très controversé système de facturation de l'ONEA est abandonné. C'est une décision du Conseil des ministres. Au lendemain de l'annonce, les séances d'explication se poursuivent sur la nouvelle facturation entérinée. Le ministre de l'Eau, Ousmane Nakro, et ses collaborateurs étaient face à la presse ce jeudi. Compte rendu, Hervé Dapa. Après l'adoption du nouveau système de facturation par le gouvernement hier, les explications de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ce 29 avril. Le nouveau scénario proposé supprime les estimations et retient que les relevés se feront une fois tous les 2 mois. La deuxième conclusion, la consommation réelle de ces 2 mois est simplement divisée en 2 pour être facturée chaque mois. Troisième conclusion, les 2 factures auront des dates limites de paiement différentes pour tenir compte du pouvoir d'achat des consommateurs. Et enfin, la quatrième conclusion, les tranches sociales sont maintenues et le consommateur retrouve ses habitudes de consommation à partir de la lecture du compteur. Un ensemble de spécificités qui offrirait un certain nombre d'avantages aux clients de l'ONEA. Le client connaît ce qu'il doit payer le mois en cours et le mois à venir. C'est-à-dire qu'on donne 2 factures, un qu'il faut payer ce mois et l'autre pour le mois prochain. Donc ça, c'est un avantage pour le client pour pouvoir planifier son budget. Ensuite, la réduction du montant de la facture. Quand on prend quelqu'un qui consomme 9 mètres cubes le premier mois, qui consomme 7 mètres cubes le mois prochain, vous faites le calcul, ça fait 16 mètres cubes. Vous divisez par 2, ça fait 8,8. 8,8, il est dans la tranche sociale où il va payer 1500 francs, 1500 francs. Et pourtant, les impairs se sont multipliés depuis plusieurs mois avec des factures de certains clients qui ont atteint des records parfois démesurés. Et la plupart de ceux qui ont posté des grosses factures, quand on a vérifié, ce sont des filles de domicile. On a un film ici qui a présenté 800 et quelques mille. Quand on est parti, le contraire, là, ils font tout seul. Et la fille a été signalée, lui a été signalé depuis 3 mois, il n'a pas réparé. Donc, c'est des cas comme ça. Et quand on part regarder, si se trouve qu'il n'y a pas de fille, par exemple, le cas que je suis allé regarder hier soir, il n'y a pas de fille, quand on fait un coup de revenus, le compteur ne bouge pas, on voit que sa consommation est élevée. Donc, j'ai dit ce matin d'aller enlever le compteur, faire vérifier. Mais l'explication ne s'arrête pas là. Le relevé bimestriel a mis en nu l'indélicatesse de certains agents qui alimentaient le système de facturation avec des données fictives pour diverses raisons et la fragilité du contrôle qualité interne du mécanisme de facturation. À la question de savoir pourquoi avoir abandonné le système de facturation mensuelle, les responsables de l'ONEA évoqueront des impératifs de gestion. Impossible d'augmenter le nombre d'agents releveurs alors que le nombre d'abonnés, lui, est passé de 185 000 à 510 000, soit une augmentation de 275% en 10 années. Toujours dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'État peut bien compter sur l'ONG GRET à travers son projet Ouangou, une initiative qui devrait permettre à 32 communes d'avoir accès aux services élémentaires dans le secteur de l'assainissement
et de l'hygiène. Objectif, éliminer la défécation à l'air libre dans ces zones d'intervention. Justin Amonto. Au Burkina Faso, l'accès à l'assainissement en zone rurale est difficile. L'ambition de l'ONG GRET, qui est une organisation de solidarité internationale, est de faire évoluer l'accès aux services élémentaires d'assainissement et d'hygiène à travers le projet Oangou. Ce 28 avril, les acteurs du projet sont en atelier de partage des résultats du diagnostic initial et stratégie d'intervention du projet. Il y a eu une étude diagnostique de l'assainissement au démarrage du projet, donc qui a fait un état des lieux, une étude évidemment de marché pour voir quels sont les segments sur lesquels il faut qu'on travaille pour faire accepter l'approche par les populations. Nous avons également le contexte institutionnel et enfin les aspects liés aux connaissances, attitudes et pratiques des populations concernant les aspects d'assainissement. Tout le monde connaît un peu les difficultés de ce sous-secteur. On a sur le taux national 25%, ça veut dire qu'il y a 75% qui n'ont pas accès aux infrastructures améliorées d'assainissement. Et pire, environ 70% de nos populations font la défécation à l'air libre. Sous le regard du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, environ 32 communes sont dans le viseur du projet Oangou. L'objectif est d'éliminer les défécations à l'air libre. L'étude diagnostique a permis aussi d'adapter la stratégie d'intervention globale du projet. Alors en termes de composantes maintenant, nous aurons à développer des activités de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et d'assainissement à l'endroit des populations. Alors nous aurons à créer et structurer un marché local d'assainissement. Et nous aurons à accompagner les institutions, les acteurs publics au niveau déconcentré, donc avec l'accompagnement des directions régionales et directions provinciales de l'assainissement, et puis les communes bénéficiaires de l'intervention. Et quand vous voyez en termes d'ambition au niveau national pour atteindre l'accès universel, là, il faut près de 2 millions d'ouvrages d'ici 2030. On est en 2021. Eux, ils vont contribuer modestement avec 32 000 ouvrages. Vous voyez un peu encore le chemin à parcourir. Financé à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD, le projet Oangou va améliorer les conditions de vie de la population des communes de la région de l'Est, du centre-ouest, de la Blouc du Moun et des Hauts-Bassins. Et quand l'ONG GRET s'investit dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'ONG Diaconia et son partenaire, le Fonds commun genre, tablent sur l'autonomisation économique de la femme au Burkina Faso, en marge de la célébration en différé de la 164e Journée internationale des droits de la femme. La réflexion a été posée en atelier Justin Amonto. L'autonomisation économique de la femme, c'est le défi que cherche à relever le Fonds commun genre FCG. Ce 27 avril, les partenaires du FCG et l'ONG Diaconia réfléchissent sur les défis à relever et les perspectives. Mais vraiment très important que toutes les personnes présentes ici donnent leur contribution pour que les femmes puissent atteindre leur autonomisation financière, qu'elles puissent avoir accès au crédit, qu'elles puissent être renforcées dans leur capacité d'entreprise, que ce soit technique, de gestion, administration financière, et qu'elles puissent travailler en sécurité dans un réseau de partenaires pour aboutir à leur autonomisation. Le fonds a contribué à l'élaboration de la politique nationale des entreprises qui a été mis en œuvre de 2009 à 2019. Le fonds a aussi appuyé, par exemple, le ministère du Commerce pour un projet de mise sur du genre, par exemple, dans le secteur privé, enfin spécifique. Le pays a engagé depuis 2016-2017 un processus de visitation sensible aux gens et aux droits de l'enfant. Le fonds aussi a engagé des ressources dans le volet renforcement des capacités des différents acteurs. On a aussi un programme, un projet start-up. Cet atelier d'échange s'inscrit dans le cadre de la 164e Journée internationale des droits de la femme, commémorée le 8 mars dernier, et placée sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Et ça sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité à la chaîne au cœur de nos défis. À vous qui nous faites confiance depuis Saint-Pelgat dans le Sénat. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.